Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Cultiver son savoir. Vous connaissez la philanthropie environnementale? Bien, il semble que ce soit l'une des solutions à privilégier afin de soutenir certaines actions en environnement. Le professeur Léo Trespeuch du département de marketing et système d'information à l'Université du Québec à Trois-Rivières est ici pour nous en informer. Nous le rencontrons immédiatement. Alors, M. Trespeuch, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir avec nous. On décortique ensemble la philanthropie environnementale. La philanthropie environnementale, si on regarde l'étymologie, il y a phil pour l'amour et anthropologie pour l'humanité. Donc, c'est l'amour de l'humanité et de son indissociable environnement. Pourquoi indissociable? Si on regarde les espèces qui ont disparu, l'habitat est quelque chose de nécessaire pour vivre de manière agréable et avoir une vie qualitative. Donc ça, c'est l'aspect théorique. De manière plus concrète, on va retrouver le bénévolat, les dons envers les associations, l'adoption de comportements éco-responsables et l'achat de produits qui sont des fois souvent plus chers, mais qui n'ont pas d'incidence négative sur l'environnement. Et ce type de philanthropie est relativement récent. Il date de combien d'années? Il est relativement récent. C'est l'humanité, je dirais, on a pris conscience un peu avec la conférence de Kyoto et le début du développement durable. Ça a été une conférence qui a amené un rayonnement mondial autour de ces problématiques. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus populaire et de plus en plus de personnes sont sensibles à l'environnement. Personnes et davantage des entreprises. Vous travaillez beaucoup avec les entreprises? Avec les trois grandes parties prenantes qui seraient les citoyens, les entreprises et les gouvernements. Si on parle toujours dans notre philanthropie environnementale, les concepts de primes vertes ou encore de compensation carbone, de quelle façon ça peut s'opérer? La prime verte, c'est un concept qui a été popularisé par Bill Gates dans son livre qui est sorti en 2021. C'est l'idée que pour acheter un produit écologique, il va être souvent plus cher que l'équivalent traditionnel. Donc pour le consommateur, ça représente un sacrifice. Il va devoir acheter plus cher son produit. Si vous achetez des raisins organiques ou des raisins classiques, les deux vont vous nourrir, mais les raisins organiques vont être plus chers, mais vont avoir une moins grande incidence sur l'environnement. Donc la question est double, c'est quelles sont les raisons qui peuvent faire que le consommateur accepte cette prime verte, et ensuite comment on peut réduire cette prime verte pour qu'il y ait de moins de sacrifices à avoir des comportements plus responsables. La compensation carbone, c'est quelque chose de différent. C'est vous adoptez un comportement qui a une empreinte carbone, qui n'est pas écologique, et pour des raisons de culpabilité ou de honte, vous allez le compenser. Donc on a fait une étude sur l'avion, le fait de prendre l'avion, et on a regardé pourquoi les individus réalisaient une compensation carbone ou pourquoi ils arrêtaient de prendre l'avion. Et donc, les raisons, c'est vraiment la culpabilité et la honte vont inviter le consommateur à compenser son empreinte carbone pour être en accord avec lui-même. Tandis que si l'individu il est vraiment sensible à l'environnement ou qu'il est éco-anxieux, donc qu'il a peur des changements climatiques, de ce que ça va advenir, ouais. C'est ça sur sa vie, et à ce moment-là, il va essayer de réduire ses trajets en avion. Donc, c'est vraiment deux voies affectives qui entraînent deux comportements différents. Quand on parle justement de la honte que ça peut susciter, c'est aussi avec la médiatisation de tous ces phénomènes-là aussi. Là, oui, mais ça, la championne, c'est Greta Thunberg qui a vraiment popularisé le fait de la honte de prendre l'avion. Elle a fait vraiment un travail formidable, effectivement. Et ça se monnaie de quelle façon? Justement, l'empreinte carbone. Si on parle d'avion, si on parle de... c'est ce qui vient d'être dit. Il y a une grande part de médiatisation et puis de boule de neige qui est montée autour de ces comportements non écologiques. Après, il y a des manières de mesurer l'empreinte carbone de manière scientifique. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a une part de dénonciation sur les réseaux sociaux. Et Greta a vraiment mis la table. Oui, c'est ça. Elle a vraiment, oui, tout à fait. Sans être présagée, elle a eu un fort impact. Exact. Si on y va au niveau davantage, si on essaie de dépeindre les philanthropes eux-mêmes, pourquoi ils réalisent ce type de dons? Quel est le fondement derrière ça, d'après vous? Alors là, je ne vais pas dire d'après moi, mais d'après les théories académiques, il y a deux grands courants. Il y a la théorie du don contre don. C'est-à-dire que quand vous faites un don,
vous attendez un contre-don et que tout comportement, il est guidé par une motivation, une raison. Donc le contre-don, il peut être de différentes natures, mais donc selon cette théorie qui vient du chercheur Moss, il y a plein de chercheurs qui ont continué à travailler après lui là-dessus. Vous faites un don parce que vous attendez un contre-don futur. Donc vous pouvez faire un don pour l'environnement parce que vous espérez que votre habitation sera mieux et que vous allez mieux vivre. Vous pouvez faire un don pour l'environnement parce que vous pensez que ça nourrit votre identité virtuelle ou réelle. Mais il y a donc un contre-don. Donc ça, c'est la théorie du chercheur Moss et de tous ses collègues qui ont travaillé là-dessus. D'accord. En parallèle, il y a d'autres chercheurs qui ont dit non, l'humain, il peut être altruiste, il peut être généreux, il peut être avoir de l'empathie pour l'environnement ou pour ses semblables, et il peut réaliser des dons désintéressés. Donc ça, c'est un autre volet, une autre théorie qui pousse les individus à réaliser des dons et devenir des philanthropes environnementaux. OK. Mais lorsqu'on parle de philanthropie, si on regarde dans d'autres domaines, c'est souvent des entreprises et c'est souvent de gros montants. Mais là, on parle d'une philanthropie qui est sur la base individuelle ou de quel type de philanthropie on parle? Je reviens sur la philanthropie environnementale, des personnes qui font des dons, du bénévolat, et qui ont des comportements éco-responsables. Okay. Mais du coup, il faut savoir que tout le monde peut être philanthrope et plus il y aura de monde et mieux ce sera. Okay. Et après, pour les entreprises, donc c'est la philanthropie corporative, donc des entreprises qui réalisent des dons, il y a des fois un paradoxe en disant mais une entreprise, son but c'est quand même lucratif, c'est de rapporter de l'argent, donc là elle fait des dons, mais en même temps il y a une telle pression des consommateurs, des employés aussi en pénurie de main-d'œuvre, qui souhaitent que les entreprises elles adoptent des comportements responsables et qu'elles exercent un impact positif sur la société et sur l'environnement. Pour se répercuter au niveau de l'image de l'entreprise, notamment. C'est ça. Entre autres. Et du coup, pour avoir des salariés, ce qui n'est pas facile à notre époque. J'imagine que l'approche est totalement différente. Fort heureusement, il y a les médias qui ont publicisé le tout, ce qui fait que les entreprises sont plus sensibles. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une telle pression des parties prenantes qu'elles ont plus vraiment le choix d'alternatives. Oui, OK. Ben, c'est tant mieux à ce niveau-là. C'est vraiment tant mieux. Un secteur avec de fortes primes vertes, c'est celui de la mobilité. Pour lequel on ne sait pas vraiment si l'électricité est la solution, étant donné la pollution qui est causée par les batteries également. Mais si on regarde les zones d'innovation de l'UQTR, parlez-nous un peu des zones d'innovation à ce titre. Ah ouais. Déjà, il y a eu un fort lobbying des compagnies pétrolières et des constructeurs pour nous faire croire que les batteries polluaient et qu'au final, on ne savait pas vraiment si une voiture électrique, c'était pertinent. Et là, fort heureusement, il y a l'étude Carbone 4 qui est sortie récemment qui montre que à partir de 50 000 km, une voiture électrique, quand on tient compte de sa conception, de son utilisation et de sa fin de vie, va avoir un empreinte carbone inférieur à une voiture thermique. Et à partir de 200 000 km, c'est plus de la moitié moins d'empreinte carbone. Donc déjà, pour la première question, il est clair que les véhicules électriques sont moins polluants et vont contribuer à la transition écologique. D'accord. Pour la deuxième partie, à partir du moment où du coup on sait ça, ben, il faut y aller pleinement. Et là-dessus, l'UQTR s'est très bien positionné en se positionnant comme une zone d'innovation sur la mobilité électrique. Donc, avec l'Observatoire de la philanthropie, on travaille avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'UQTR, avec notamment le professeur Sousso Kelouani, oui. Donc pour développer le côté scientifique et améliorer la mobilité des véhicules, la mobilité électrique. Et donc l'UQTR est vraiment partie prenante dessus. Et on a aussi des partenaires comme l'entreprise Théron qui développe des véhicules électriques hors route, avec une forte autonomie, parce que c'est ce qui est demandé par les consommateurs. Et donc, c'est là où la science amène une réponse sur l'environnement et sa protection. Donc, l'hydrogène, pour avoir rencontré le professeur récemment, l'hydrogène, on le souhaite, pourrait être justement une des solutions afin que les batteries soient moins, au niveau de la pollution, que l'impact soit moins grand. Mais l'hydrogène, c'est sûr que c'est une solution sur le plan du stockage de l'énergie. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut la produire et la produire de manière verte. Il y a encore des enjeux, mais plus il va y avoir d'acteurs comme l'UQTR et de grandes entreprises qui vont se pencher sur ces questions-là, et plus les solutions seront pertinentes. Excellent.
Justement, vous parliez de Théron, de l'entreprise Théron. Cette entreprise-là est constituée d'anciens étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais parlez-nous un peu plus de l'entreprise comme telle, s'il vous plaît. Donc, c'est une entreprise que j'ai rencontrée dans le cadre des cours du MBA, où dans le cadre des cours, à chaque fois, j'aime bien qu'il y ait un cas concret, qu'il y ait une entreprise qui vienne présenter sa vie, son œuvre, et que les étudiants contribuent à cette vie d'entreprise. Et donc, j'ai rencontré Théron dans ce cadre-là. J'ai été séduit par leur projet, leur fait d'avoir déjà un quad aujourd'hui qui parcourt 180 km de manière électrique. Oui, c'est ça. Donc, c'était quand même intéressant. Et du coup, les étudiants ont travaillé sur ce projet-là, à aussi essayer d'améliorer le marketing de cette entreprise pour toujours dans une idée d'accélérer la transition environnementale. Et surtout que c'est davantage parlant lorsqu'on parle justement de véhicules hors route alors qu'on est directement dans la nature. Quand on... Exactement. Voilà, les écureuils nous remercient d'avoir moins de bruit et moins de gaz d'échappement. Bon, on sait qu'il y a d'autres entreprises également qui, elles, travaillent sur des véhicules pour l'hiver aussi, je pense. Hein? Oui, il y a Taiga qui fait des motoneiges électriques et BRP qui s'est engagé à passer en électrique d'ici quelques années. Donc, il y a un vrai écosystème au Québec sur la mobilité électrique. L'UQTR est dans le chef de file sur ce sujet-là et donc les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Parce qu'au niveau de l'hiver, le défi est d'autant plus grand pour ce qui est des batteries. Je pense, du moins. C'est d'autres problématiques. Parce qu'une batterie, ça chauffe. Faut pas qu'elle chauffe trop non plus. Donc, l'hiver, elle est refroidie naturellement. Mais faut pas qu'il fasse trop froid non plus parce qu'elle aime pas. Elle a une température optimale qui est sur une petite fourchette. Elle réagit moins bien, finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer la transition écologique? Il y a 3 types de parties prenantes. Il y a les citoyens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les citoyens? C'est tout à chacun d'adopter des comportements plus éco-responsables, de s'engager dans du militantisme, de participer aux marches pour le climat et d'accepter les sacrifices de la prime verte. Que pour avoir des comportements écologiques, souvent il y a des sacrifices associés. Il faut se doucher moins longtemps, il faut éteindre la lumière, donc ça demande du temps, de l'énergie. Donc il faut que le consommateur il accepte ces sacrifices. Après, il y a le gouvernement qui doit réduire ses sacrifices, qui doit subventionner la mobilité électrique, qui doit continuer d'offrir des compensations pour les dons qui sont faits aux OBNL qui agissent pour l'environnement. Donc le gouvernement, les politiques ont aussi un rôle à jouer pour accélérer cette transition écologique et faciliter la philanthropie environnementale. Et le dernier aspect, ce sont les entreprises. Les entreprises qui doivent, par leur comportement, avoir une stratégie responsable, donc réduire leur empreinte carbone, optimiser l'utilisation de leurs ressources pour essayer donc d'avoir des process qui soient plus écologiques et aussi, à travers la philanthropie corporative, d'exercer un impact positif sur l'environnement et la société. C'est ce que les salariés leur demandent, ils sont rares. C'est ce que les consommateurs leur demandent, ils sont plus nombreux, mais ils sont importants aussi. Donc, il faut vraiment que les entreprises aussi joignent l'épaule à la roue. Dans votre approche avec les entreprises au niveau de la philanthropie, justement, on leur demande de modifier leur façon de faire. Est-ce que vous avez parfois à aller davantage au niveau de ce chapitre-là avec eux pour les sensibiliser davantage? Oui. Ou vous restez simplement au niveau de la philanthropie? Non, la philanthropie corporative, c'est un axe important au sein de l'Observatoire de la philanthropie que j'ai cofondé avec le professeur Elisabeth Robineau. On cherche à mieux comprendre qu'est-ce qui amène les entreprises à réaliser cette philanthropie corporative et ces stratégies. Et on a trouvé plusieurs pistes en les interrogeant. Donc, il y a le fait d'exercer une influence politique. C'est une des raisons. Oui. D'améliorer son image. C'est aussi une des raisons. D'améliorer sa marque employeur. C'est aussi une raison. Donc, il y a différentes raisons. Elles ont un vrai intérêt à poursuivre de la philanthropie corporative. Il y a aussi une recherche qui a montré que les entreprises qui avaient de la philanthropie corporative étaient plus performantes. Donc, même si paradoxalement, un don, c'est une perte de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices, les études ont montré que jusqu'à un certain niveau, ça allait améliorer la performance de l'entreprise. Donc, elles ont tout intérêt à Et quand on dit, c'est quoi les vecteurs qui font que l'entreprise s'améliore? C'est au niveau de la perception des employés? C'est l'ensemble, c'est ça. Ce sont les employés, ce sont les consommateurs, c'est que ça unit toutes les parties prenantes autour de l'entreprise dans une direction d'avenir. Et
qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas? Ben, c'est une courbe en U. C'est-à-dire, vous faites de la philanthropie corporative jusqu'à un certain moment, ça améliore votre performance, mais si vous en faites trop, ça finit par nuire à votre image. À l'image, mais aussi aux liquidités de l'entreprise. S'il y a trop de dons, ça finit par avoir exercer un impact négatif sur le côté financier. Si j'avais à vous poser la question, qu'est-ce qui vous mobilise le plus dans les actions que vous faites en termes de philanthropie environnementale? Qu'est-ce qui vous mobilise effectivement, c'est le terme, à en faire plus? Sur le plan personnel, avant, j'étais compétiteur en snowboard. Oui. Et je pense que c'est un endroit où les changements climatiques sont plus visibles. Parce qu'à quelques degrés près, le glacier, il fond beaucoup. Oui. Et la neige, elle arrive plus tard. Et ça se joue à 1 ou 2 degrés. Donc, c'est vraiment l'endroit où c'est visible. Donc, c'est ce qui m'a amené personnellement sur ce sujet. Et du coup, j'invite tout le monde à voir que les changements climatiques sont présents, qu'ils sont visibles. Oui. Et du coup, qu'il faut œuvrer pour essayer de les réduire. Après, en tant que chercheur, l'avantage, c'est qu'on peut choisir sur nos sujets de recherche. On est libre de travailler sur ce que l'on souhaite. Oui. Et donc, je me suis dit, au lieu de travailler pour des grandes entreprises qui ont déjà des experts en marketing, ce serait mieux de travailler pour des OBNL qui ont plus de difficultés à financer leur marketing. Donc, on a créé l'Observatoire Et bravo, puis bravo également pour vos succès comme snowboarder à l'époque, champion de France. Hein, félicitations. Mais si justement on regarde au niveau des différents projets que vous avez sur la table, il y a d'autres projets à venir aussi pour la recherche en termes de philanthropie? Oui, mais pour la mobilité électrique, on travaille à essayer de développer un véhicule électrique qui pourrait finir le Paris-Dakar, le rallye du Dakar, pour essayer de populariser les véhicules électriques, montrer qu'ils sont fiables, qu'ils ont une forte autonomie, et donc de travailler ça avec un événement visuel. Puis après, l'Observatoire travaille aussi pour une association sur les oiseaux de proie et leur défense. Donc on a aussi une OBNL dans plein de sujets, donc c'est ça. On essaye d'accompagner les OBNL le plus possible sur la file. C'est un impact positif sur la société, sur l'environnement. Et l'environnement. Excellent. Au niveau de la philanthropie, on parle également du concept de distance psychologique. On parle de quoi? Alors, la distance psychologique, c'est à quel point l'individu pense que le changement climatique va l'impacter personnellement. D'accord. Donc, il y a quatre aspects. Il y a la distance hypothétique. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça va toucher mon entourage, la distance sociale? Est-ce que c'est proche de chez moi, la distance géographique? Et est-ce que c'est dans l'immédiat, la distance temporelle? Et selon ces 4 éléments, le changement climatique est plus ou moins proche de l'individu. Donc, c'est des questions de perception, on est en marketing, mais plus ça va sembler proche à l'individu, plus ça va générer de l'éco-anxiété ou une envie, ça va pousser au comportement et l'individu, du coup, va adopter un comportement pro-environnemental, il va réaliser des actions en philanthropie environnementale, il va agir, ça va l'inciter à agir. Que si c'est quelque chose qui vous semble ne jamais arriver, donc tous les complotistes sont dans ce monde-là, et à ce moment-là, pourquoi j'adopterais un comportement alors que la distance psychologique, elle est très éloignée et que je n'y crois pas, que ça ne va pas arriver, que ça va pas impacter mon entourage, aucune raison d'adopter un comportement environnemental. Donc le fait de réduire cette distance psychologique est vraiment important et le Covid là-dessus a été un super ambassadeur. Ça a réduit la distance psychologique en montrant que l'environnement pouvait avoir un impact sur les individus et le fait d'arrêter le tout, que les gens soient justement reclus chez eux. Puis... C'est ça. Du coup, ils ont pris conscience il y a eu une forte prise de conscience des changements climatiques. Et la valeur au niveau socio-démographique, les hommes, les femmes dans tout ça, où est-ce qu'ils se placent? Selon les études, les femmes, elles vont adopter davantage des comportements pro-environnementaux. Ce sont de plus grandes philanthropes environnementales. Elles vont faire du bénévolat pour des OBNL, elles vont faire du militantisme, elles vont réaliser des dons. Et dans la sphère privée, elles sont loin devant les hommes dans l'adoption de comportements environnementaux. Donc, elles ont une forte avance. Pour les hommes, ils pensent que l'environnement est une ressource pour la science et que la sortie des changements climatiques passera davantage par de la science et de l'innovation. Après, bien sûr, il y a des exceptions des deux côtés, mais c'est des tendances qui sont observées dans les études en marketing. Ils sont vraiment plus loin, eux. Ils ne sont pas impliqués émotivement.
Moins, c'est ça. Et ils ont probablement moins d'empathie et plus de confiance dans les sciences dures. Oui, écoutez, on se croise les doigts. Au niveau maintenant, on peut parler de lobbying. J'imagine qu'il y a un très gros lobbying qui s'exerce au niveau de la philanthropie aussi. Ben vraiment. Et là, j'ai un étudiant, Alexandre Clément, qui travaille sur les scores ESG, les scores environnementaux, sociaux et la gouvernance. Et donc de regarder comment améliorer les scores. Et donc c'est son sujet de thèse. Il travaille avec la Banque Desjardins sur ce sujet. Et les résultats montrent que les grandes agences de notation, elles notent des scores ESG favorables pour les compagnies pétrolières. Oh. Parce que les compagnies pétrolières, elles mettent tellement de ressources humaines et d'argent sur ces enjeux-là qu'elles arrivent à optimiser leur score et à avoir de bonnes notes dans l'ensemble. Et donc, du coup, elles sont la source du problème et pourtant, elles ont de très bons scores ESG. Et du coup, ils travaillent à la constitution d'un nouveau score qui serait plus l'impact positif qu'une entreprise peut avoir sur la société et qui serait une meilleure mesure de la philanthropie corporative des entreprises. OK. Mais outre les entreprises pétrolières, il y a d'autres entreprises qui sont visées par ce lobbying-là? Ben oui, toutes les entreprises qui ont des intérêts à ce que le modèle économique ne change pas trop vite, mettent de l'argent dans le domaine. D'où votre question tout à l'heure est-ce que les voitures électriques et les batteries polluent plus que les voitures thermiques? Ça vient quand même du lobbying automobile et pétrolier. Dans la philanthropie, la taxe carbone, c'est un bon choix également. Alors, les deux prix Nobel d'économie qui ont le 50e prix Nobel d'économie, on dit que c'était la solution. Pour la transition écologique, il fallait taxer le carbone, que c'était même un peu la seule voie possible. Donc, taxer, c'est plus vraiment de la philanthropie, parce que dans la philanthropie, l'individu, il réalise le don de manière volontaire. Que là, avec une taxe carbone, on l'oblige. On peut plus y couper, on est obligé de réaliser ce don, et donc ça passe par l'État. Mais selon ces deux prix Nobel, quand même, c'est pareil, les prix Nobel, c'est la seule solution, c'est d'obliger les gens et donc d'avoir des mesures coercitives qui vont emmener une transition écologique et ne pas compter que sur la générosité humaine. Oui, mais encore là, ça va dépendre des gouvernements. Là, c'est la balle est dans le camp du gouvernement, mais c'est la solution selon ces chercheurs. Oui, puis toujours en termes de solutions, notre sujet était justement la philanthropie environnementale est-elle la solution ou l'une des solutions, justement au niveau des travailleurs de l'environnement, pour essayer de rétablir les choses. Selon vous, c'est... Selon moi, c'est la solution. C'est la solution. Okay. C'est la solution dans le sens où ça part des citoyens, des entreprises. C'est quelque chose de volontaire. Ce sont les jeunes qui mettent ça sur la table, qui disent il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Et du coup, ensuite, tout le reste va s'adapter et les gouvernements n'auront plus le choix. On voit les partis écologiques à travers le monde qui sont en forte croissance. Donc tout le reste suit. Si les citoyens ils disent maintenant c'est essentiel et regardez, on donne de notre personne, on fait du bénévolat, on fait des dons, on fait des sacrifices, on a des comportements de plus en plus éco-responsables, les citoyens ils vont être le moteur et c'est une prise de pouvoir des citoyens qui amènera les changements et une meilleure protection de l'environnement. Donc oui, c'est la solution, définitivement. On peut parler enfin des générations qui sont des générations montantes. Hein, lorsqu'on dit qu'autant maintenant il y a une sensibilisation de la part des familles, donc qui éduquent leurs enfants dans l'importance de préserver l'environnement, mais aussi à l'école. À l'université, ce sera important également. L'éducation est une donnée clé pour amener la sensibilité environnementale. Ça passe par l'éducation et là, à nouveau, c'est aussi dans le camp des gouvernements d'essayer d'ajouter des matières, d'essayer d'ajouter des prises de conscience de l'environnement, mais c'est déjà le cas et on voit que les générations montantes tirées à nouveau par Greta, dont on a pas mal parlé, vont vers la philanthropie environnementale.
Alors, bravo, bravo, et on vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches et dans la suite des choses, comment appliquer le tout. Et c'est très instructif. Merci. Et bien, merci, M. Goudreau, pour cette invitation sur ce plateau. Je vous en prie. Merci également à l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus de Drummondville, pour son étroite collaboration à la réalisation de nos émissions. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.